toutes et à tous, bienvenue pour une discussion aujourd'hui avec Magali de la Souda, secrétaire de Cantine sans plastique France, pour parler de la mobilisation autour de la suppression des plastiques dans les cantines scolaires, les cantines de nos enfants. Donc, je vous propose qu'on refasse le parcours législatif de cette bataille avec Magali. Magali, bienvenue. Est-ce qu'on peut du coup refaire ensemble un petit peu l'historique de cette bataille contre le plastique dans les cantines de nos enfants? Oui, alors merci monsieur le député de m'avoir convié à présenter la mobilisation des parents avec le soutien de certains parlementaires pour faire retirer les plastiques qui servent à cuire, à réchauffer ou à servir les repas dans les cantines. La mobilisation, elle a commencé assez tôt à Bordeaux, il y a presque 2 ans, quand les parents ont découvert le remplacement des assiettes en faïence par des assiettes en plastique. Ils ont mené l'enquête, on s'est aperçu que c'était du copolyester, qu'il y avait du bisphénol, qu'il y avait des effets hormonaux, et on s'est mobilisé et on a interpellé les futurs députés de la Gironde pour savoir quelle serait leur position une fois élus. Monsieur Prudhomme a été le premier à nous répondre et a tenu sa promesse. Et donc nous nous sommes retrouvés, nous collectif bordelais, en discussion avec lui pour voir comment la loi pouvait mieux protéger la santé des enfants et l'environnement. Je dis la santé des enfants, mais au départ c'était une mobilisation qui visait l'ensemble de la restauration collective, puisque cette présence et cette omniprésence des plastiques, elle est aussi le fait des hôpitaux, donc il y a les patients et les personnels qui sont concernés, des prisons dans certains cas, mais aussi c'est aussi une pratique qui est très répandue, le plastique jetable et de réchauffe dans les EHPAD. Donc nos anciens souffrent aussi de ce type de pratiques agro-industrielles. Donc effectivement, moi je l'ai reçu ici localement à Bordeaux, d'autres parlementaires, et on s'est retrouvés ainsi en commission du développement durable à l'Assemblée nationale à discuter autour d'un amendement qui proposait de supprimer le plastique dans les cantines. Mais on s'est retrouvé confronté à un ministre de l'Agriculture, à l'époque c'était Stéphane Travers, qui nous a répondu d'une manière quand même assez extraordinaire qu'il n'était pas favorable à cette interdiction, parce que pour lui il y avait quand même un réel problème qui était vraiment prépondérant, c'est de trouver des alternatives aux assiettes en plastique dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'en gros, le ministre, et je lui avais répondu cette même phrase, cette objection à ce moment-là, c'est qu'il était en train de nous expliquer qu'il fallait attendre plusieurs mois pour réinventer les plats en inox et les assiettes en pyrex, ce qui était quand même assez étonnant comme argumentation. En tout cas, c'est comme ça qu'a débuté cette lutte pour les cantines sans plastique. Tout à fait. Alors, comme vous le soulignez, effectivement, un des traits remarquables de la mobilisation, ça a été une mobilisation où des députés de différents groupes se sont entendus et ont décidé d'agir en commun pour l'intérêt général. Et c'est suffisamment rare, je crois, pour être souligné. Et cette mobilisation, donc, elle a effectivement porté ses fruits en commission du développement durable, puisque vous aviez voté collectivement en faveur de cette proposition d'interdire les plastiques pour cuire. Alors cuire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un système de cuisson sous vide, à basse température, on va mettre les aliments dans des sacs en plastique qu'on va plonger dans des cuves où il y a de l'eau qui est autour de 70 degrés. Et les aliments vont rester plusieurs heures, voire plusieurs jours. De cette manière-là, on n'a pas besoin de personnel. Les tâches de manutention sont simplifiées à l'extrême. On a juste besoin de quelqu'un d'astreinte pour surveiller que tout se passe bien la nuit, mais la technique permet de réduire au maximum les coûts de personnel. Et puis ensuite, donc ça c'est la phase cuisson, puis il y a la phase réchauffe. Et je crois que c'est important que les parents le sachent, et pourquoi aussi ça a pu faire consensus. C'est qu'au bout de 3 semaines, qui est la date à partir de laquelle ces plats cuits dans des sachets doivent être consommés, eh bien on les reconditionne dans des barquettes en plastique.
Le plastique c'est bien parce que c'est pas cher, ça se jette, on supprime des postes de plonge dans les services municipaux. Donc voilà, hein, dans un contexte de contraintes budgétaires sur les communes, c'est un argument qui a permis à la plasturgie de mettre sur le marché ces produits et qu'ils aient un véritable succès. Donc on remet la nourriture dans ces barquettes. Elles sont scellées hermétiquement, donc ça préserve effectivement de certains risques bactériens, mais l'inox est tout aussi efficace. Et puis ensuite, ces barquettes, elles vont être conservées 3 jours maximum au froid pour être réchauffées dans les écoles le jour même. Alors, Magali, pardonnez-moi de vous interrompre, je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même important de préciser sur ces cycles notamment de cuisson et de réchauffe. Il y a quelque chose d'assez hallucinant, c'est qu'il y a une tolérance sur la migration même du plastique des contenants vers la nourriture, c'est-à-dire qu'il est toléré que le plastique dans lequel les plats sont réchauffés, parfois on les met le vendredi soir effectivement, et c'est cuit tout le week-end et on les récupère le lundi, il y a ce qu'on appelle une fonte des contenants vers le contenu, et c'est quand même assez extraordinaire que ce soit autorisé. Oui, c'est autorisé, donc dans une limite autorisée d'1 gramme par mètre carré environ. Donc c'est un phénomène qui est inévitable et du coup il est encadré. Donc effectivement pour nous parents c'est extrêmement choquant, pour les patients des hôpitaux c'est choquant, mais voilà, le législateur plutôt que d'interdire la pratique a préféré réguler en mettant un seuil. Dont on ne sait pas, puisque les tests faits en laboratoire ne correspondent pas aux usages. Donc ce seuil, on ne sait pas très concrètement ce qu'il en est au bout de 3 jours de cuisson des aliments sous vide. Donc ça, c'est dans le pire des cas au niveau des usages de plastique. La pratique la plus commune, la plus répandue, c'est celle des barquettes en plastique, comme je vous l'ai expliqué. Et là encore, contrairement à ce qui a été dit par certains parlementaires pro-plastique à l'Assemblée, de la majorité ou des Républicains, c'est pas 40 secondes ou 3 minutes au micro-ondes la barquette. La barquette, c'est 1 heure dans un four. Normalement, les fours devraient être bridés à 70-80 degrés. Dans la vraie vie, c'est plutôt 130 degrés. Pour gagner du temps, j'imagine ? Pour gagner du temps, parce que voilà, il faut faire vite. Les espaces sont contraints dans les écoles et on comprend cette contrainte. Faire cuire 1 heure, c'est long, quand ensuite il faut enchaîner les services et s'adapter aussi, il faut le dire, à une augmentation des enfants qui fréquentent les services de cantine municipale. Donc ça c'est vraiment quelque chose à avoir à l'esprit. Personne ne fait cuire ses lasagnes pendant 1 heure dans une barquette en plastique à la maison. On peut peut-être regarder du coup comment tout ça s'est déroulé sur le calendrier, puis comment on est arrivé à un vote finalement contre l'avis du gouvernement, parce que je rappelle quand même si Madame Brune-Poirson s'est félicitée dans un tweet de cette grande victoire, c'est une victoire qui a été arrachée par les parlementaires et par la mobilisation citoyenne contre l'avis même du gouvernement. Donc c'est une récupération qui est un petit peu qui se voit, quoi. Franchement on n'est pas dupe, donc on a bien vu la manœuvre. Peut-être arriver sur la fin de ce processus législatif où on arrive en 2e lecture de la loi agriculture-alimentation, c'était au mois de septembre 2018, et où enfin on arrive au bout du processus avec peut-être un petit moment de doute pour les parents qui étaient mobilisés. Alors un gros moment de doute puisque nous ne savions pas que l'Assemblée nationale allait adopter un amendement qu'elle avait rejeté au mois de mai. Sachant que la loi est revotée et qu'à nouveau il y a cette proposition d'interdiction des plastiques qui se limite cette fois-ci aux cantines scolaires et non pas à toutes les cantines, en raison de la spécificité des enfants qui sont les plus fragiles et les plus sensibles aux substances relarguées par les plastiques, à cette exposition-là. On est très inquiet, mais on se mobilise. Alors se mobiliser, qu'est-ce que ça veut dire ? On vous interpelle, on écrit des lettres, on vous rencontre. Et d'autres députés se sont agrégés, et ça, c'est le mystère pour nous, citoyens de la délibération. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'interruption de séance où il se passe quelques minutes pendant lesquelles les députés vont sortir, et quand ils reviennent, et l'amendement est mis aux voix, il est adopté à l'unanimité. Et pour nous, ça a été un immense soulagement et une très belle victoire. Donc Magali, on vient de voir le parcours de cette bataille. On voit in fine qu'on arrive quand même à faire adopter, même si le périmètre est un petit peu plus réduit puisqu'il se cantonne vraiment aux cantines scolaires, mais c'est quand même une première victoire.
Et de fait, ça interroge aussi l'organisation aujourd'hui de nos cantines scolaires et de la façon dont vous avez présenté le fait que l'organisation même des cantines oblige aujourd'hui les cuisines centrales et les municipalités à utiliser massivement du plastique. Donc ça pose bien sûr cette question plus générale de comment on organise aujourd'hui la restauration scolaire. Et je pense qu'il y a aussi une question aujourd'hui, on l'a vu, ça a avancé aussi sur la part de nourriture bio dans les cantines. Ça remet vraiment en question tout le modèle d'organisation aujourd'hui de la restauration scolaire, comment on rapproche aussi les cuisiniers et les cuisines des lieux de vie, des lieux de cantine tout simplement, enfin des cantines de nos enfants, et comment on sort de cette production, on va dire, quasi industrielle de repas scolaires vers des choses qui sont maintenant sans doute à repenser entièrement. Alors effectivement, l'un des points de notre mobilisation et l'un des projets que les parents de Cantines sans plastique portent, c'est un projet qui fait de la restauration scolaire un élément important du vivre ensemble, et finalement c'est aussi un peu cet état d'esprit qui avait prévalu au moment du vote de la loi égalité et citoyenneté en 2015, qui avait fait de la restauration scolaire un service ouvert à tous et à tous les enfants, à toutes et tous, dans les villes où elle existe. Donc ça, c'est le premier point. Pour nous, c'est un moment important, c'est un moment de partage, c'est un moment de vivre ensemble, c'est un moment aussi d'éducation à l'alimentation. C'est un moment aussi où on peut être sensibilisé au métier de la restauration, aux personnes qui prennent soin de nos enfants et qui les font manger, qui ont cette fonction centrale en termes de lien social. Alors, effectivement, on en est arrivé à un point aujourd'hui où le modèle agro-industriel de la restauration collective s'est imposé dans bon nombre de collectivités territoriales. Sur un argument qui est fallacieux et qui n'est en plus empiriquement pas démontré, c'est que le plus gros permettrait de faire les plus grosses économies d'échelle. C'est un modèle qui s'est imposé dans les années 80, quand les services publics ont été mis en cause. Donc pour faire une petite histoire, jusqu'aux années 60, la gestion de la restauration scolaire, elle se fait au niveau des communes, ça peut être des associations qui gèrent cela, c'est en niveau local. Et puis il y a eu une étape de municipalisation, de prise en charge par les mairies de ce service, régie publique. Et dans les années 80, c'est le moment du tournant libéral où on va considérer que ces services publics ne sont pas rentables, en tout cas qu'on pourrait en faire des espaces de rentabilité et où le marché pourrait réguler mieux que le public ce service d'intérêt général. D'accord ? C'est le moment de l'apparition des petites entreprises françaises, Sodexo notamment, qui vont rapidement devenir des leaders de l'agroalimentaire, des leaders mondiaux aujourd'hui, Elior, Sogeres. C'est le moment où arrivent les fameuses barquettes en plastique dans les écoles. Donc on donne la délégation en service public à ces entreprises, et ces entreprises recherchant la maximisation des profits, c'est bien leur rôle, elles ne sont pas là pour faire de la philanthropie, on va rogner sur les coûts et on commence par les personnels et les emballages. C'est l'époque aussi où il y a une certaine inconscience et insouciance, les déchets ils existent, mais on ne veut pas s'en occuper. Donc moi, écolière, j'ai vu la disparition des cantinières qui faisaient de la nourriture locale, la cuisine plutôt traditionnelle, je viens de Nice, donc l'adobe, les gnocchis, tous ces plats-là, on ne les a plus, on avait des barquettes en plastique sur la table dont on ne savait jamais très bien quel était le contenu, que les enfants ne mangeaient pas, en tout cas on ne mangeait pas avec plaisir à la cantine, et on a ces souvenirs tous horribles de l'arrivée du privé dans les cantines. Donc aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on propose ? C'est effectivement de s'inscrire dans toute cette dynamique de revalorisation de ces métiers-là, réduire les déchets, avoir une économie vertueuse qui fait appel à des filières plutôt locales. Et là, il faut rendre hommage quand même à tous ces acteurs de la restauration scolaire, notamment dans le public, qui parfois depuis des années, parfois depuis 20 ans, je pense au chef Hébert près de Rouen à Harfleur, qui sélectionne avec soin les producteurs qui vont fournir et qui redéveloppent tout un tissu local. Voilà. Ce genre de choses. Effectivement, une tendance qui est en train d'émerger, qui fait effectivement
nous rappelle aussi que la malbouffe, dont je parle beaucoup moi aussi en ce moment, a à voir avec le modèle d'organisation, et on voit que c'est des convergences vers mieux manger à la cantine. On a cet exemple aussi d'une cantine en Dordogne qui passe au 100% bio avec des produits non seulement bio, mais le bio n'a d'intérêt que s'il est local et de saison. Donc voilà, on a vraiment une boucle complète sur le système d'organisation qui induit la qualité de l'alimentation que l'on a, mais aussi l'organisation tout autour de la filière économique. Si ces questions vous intéressent, et je sais qu'elles vous intéressent, puisqu'aujourd'hui vous êtes 8 Français sur 10 à vraiment être inquiets de ce que vous avez dans votre assiette et ce que vos enfants ont dans leur assiette, je vous invite à regarder effectivement la mobilisation de Cantines sans plastique France. Il y a des actions à faire aussi dans vos écoles pour améliorer la qualité de la restauration scolaire. Et puis si le travail parlementaire sur cette question vous intéresse aussi, n'hésitez pas à aller voir les liens sur mon site, sur mon blog, pour regarder un petit peu ce que je propose en matière de malbouffe. Ça peut être aussi des bases de réflexion pour ce sujet. Magali de la Souda, merci beaucoup, bonne continuation. La lutte n'est pas terminée, puisqu'on voit que sur les plastiques dans les cantines, le Sénat tente de mettre un coin sur cette belle victoire et essayer de fragiliser ce qui est acquis pour le moment. Voilà, donc nous on reste mobilisés. Merci beaucoup Monsieur Prudhomme pour votre soutien, et merci à tous les parents et à tous les agents qui se sont impliqués dans cette amélioration de la restauration scolaire. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.